Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement d'entrepreneurs via le coaching ou le mentoring avec Réginald Bien-Aimé. On vous souhaite une belle écoute et un bon épisode. Yes, et puis on est de nouveau là avec Colm. Toi, comment tu vas aujourd'hui? Je pense comme toujours bien. Hein. Ouais, moi ça va très bien. Il fait pas magnifiquement beau en Valais, mais d'habitude on a la chance d'avoir un beau soleil et on se retrouve au Moxiation. De manière aussi digitale avec Réginald Bien-Aimé qui nous accompagne pour ce podcast. Yes. Hello les gars. Comment vas-tu? Bah ça va bien. Il fait beau ici. Ah non, c'est faux. C'est voilé. C'est voilé. À Genève, il fait pas si beau. J'ai failli être avec vous. J'y ai pensé, mais ma journée aurait été trop compliquée, quoi. Voilà. Dommage, mais pour ça, on a des outils digitales. Hein. Heureusement. Heureusement, ouais. C'est ça. Bah, aujourd'hui, on t'a invité. On va parler après plutôt un peu dans l'accompagnement d'entrepreneurs. C'est un peu le sujet, je dirais, qui va dans ce podcast. Mais on va plutôt parler de mentoring coaching. Mais tout d'abord, je te laisse la parole de peut-être vite présenter à notre auditeur qui tu es, où tu viens, c'est quoi tes passions, peut-être aussi quelque chose dans ton parcours professionnel. Ouais. Tu sais, tu peux avoir fait genre une dizaine de podcasts ou je sais pas combien d'interviews dans ta vie, puis à chaque fois qu'on te demande de te présenter, tu sais pas, peut-être t'as pas le truc. Moi, j'aurais voulu pouvoir te dire, écoute, je suis banquier depuis 20 ans, j'ai lancé une start-up et puis voilà, merci, au revoir. C'est pas du tout ma vie, non. Je suis un consultant en stratégie, marketing, communication pour des PME depuis toujours, en fait. Pour être 100% honnête, j'ai presque envie de dire depuis que je suis aux études, parce que j'ai fait HEC à Genève, donc je suis basé à Genève. J'ai grandi en Suisse, entre la Suisse et le Canada. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai vite rejoint les juniors entreprises qui m'ont fait découvrir, on va dire, un peu le monde déjà de la recherche marketing, mais aussi du conseil aux PME. Et quand j'ai vu à quel point il y avait un gap énorme, en fait, c'est-à-dire pour moi, le conseil, c'était que pour les grandes boîtes et que c'était des grandes machines type McKinsey, j'ai commencé à découvrir qu'en fait, tout le monde en a besoin, mais c'est juste qu'on n'appelle pas ça du conseil. C'est-à-dire que si tu veux travailler avec des TPE, genre des très petites entreprises, tu ne vas pas vraiment les conseiller au sens strict du terme, tu vas plutôt les accompagner, ou en tout cas les soutenir, ou bien faire du mentoring, entre guillemets. Donc, du coup, je m'étais dit, je vais monter une boîte qui, justement, répond aux besoins de ces plus petites structures. Ça, c'était en 2000. La boîte, elle a 10 ans maintenant, c'est en 2012. Ok. Euh, Vraiment, le focus, c'était d'aider les petites entreprises à développer leur marque, développer leur marketing. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai un parcours où j'ai toujours fait plein de choses en même temps. Typiquement, j'ai aussi travaillé pendant 6 ans à la radio-télévision suisse, à Genève, en tant que chargé de communication des sports, du département des sports. J'ai organisé des concerts pendant très longtemps. Ça, c'est encore quand j'étais aussi aux études. J'ai fait ça quelques années. J'ai géré une agence digitale. On faisait des sites web. Vraiment, en fait, si tu veux, quand j'ai su que je voulais faire du marketing, je me suis dit, marketeur, ça veut rien dire, en fait. Ah. C'est comme faire manager, ça veut rien dire. Donc, je me suis dit, je vais découvrir tous les domaines. Tout ce qui existe dans ce domaine, que ce soit la pub, que ce soit le digital, que ce soit les RP, je vais essayer de prendre l'expérience partout. Donc, ouais, 15 ans plus tard, je pourrais dire encore 1000 choses, mais je pense que les gens me connaissent pour ça. Vraiment un conseil marketing. Ok, donc un immense parcours alors dans plein de domaines, quoi, ce qui est chouette. Quoi. Vraiment, C'est fou, hein. trop de domaines. Je sais pas te mentir. Des fois, c'est épuisant à raconter. Je pense que c'est très stimulant, quoi. Bah, tu as vite parlé des événements, donc toi tu fais aussi pas mal. Alors, tu organises, mais tu participes aussi à des événements, autant des fois des coachs, mais aussi des Ouais. speakers et tout ça. C'est finalement aussi là que je te rencontrais. C'était au Startup Weekend à Oui, Zurich, c'est ça fait juste. 2 ans, qui était Ouais. assez chouette, quoi. Ouais. Et puis là, t'étais pendant tout le week-end, tu étais coach, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Si tu veux, les événements, c'est marrant. Je me rends compte que j'en fais depuis 2007-2008, en tout genre. Donc, quand j'étais étudiant pour les entreprises, ou quand je fais des conférences de presse quand j'étais à la télé, ou des concerts, tout ça. Mais vraiment, je crois que c'est en faisant les Fuck Up Night que j'ai découvert à quel point les événements, c'est une pièce centrale de l'écosystème startup, l'écosystème entrepreneurial, réseautage, tout ça.
l'occasion pour les gens de rencontrer leurs futurs partenaires, des clients, tout ça. Et effectivement, j'ai fait tout ce qui va de produire, organiser des événements, à être speaker à des événements, modérateur, facilitateur, coach à des événements, typiquement genre Startup Weekend. Je fais ça depuis fin 2017. Ouais. Depuis fin 2017, mais je fais Genève, Lausanne, Zurich. Ouais, parce que je suis un peu. Il faut savoir que ouais, quand je fais quelque chose que j'aime bien, typiquement coacher durant un hackathon, où c'est un rôle assez particulier, je vais le faire à fond et je vais le faire longtemps. C'est-à-dire que coacher, normalement, on te demande par exemple durant un hackathon de le faire. Genre, c'est des slots de quoi? 3 Ouais. heures, 3-4 heures, tu es avec plusieurs personnes, puis après tu rentres chez toi. Mm. Moi, je trouve que c'est pas intéressant parce que tu n'arrives pas à suivre le projet. Et le conseil que tu donnes au moment T, ça se trouve, il fait pas forcément de sens par rapport à comment ils sont arrivés là, ou là où ils veulent aller. Puis toi, tu t'en vas. Donc, je disais toujours aux organisateurs, il n'y a pas de problème, je le fais, mais je reste du samedi matin ou du vendredi soir, selon comment, au dimanche. Je reste tout le long parce que je sais qu'ils auront besoin de moi autrement. Et j'ai toujours fait ça, c'est un peu ma réputation. Mais ouais, c'est pour te dire que ouais, les événements, ouais, j'ai toujours voulu genre, donner de la force parce que je me rendais compte aussi comment les événements gratuits, ou en tout cas avec moins de budget, en fait, c'est là que tu vas plus te rappeler de l'expérience que tu passes. Contrairement au truc où bah, tu as payé, tu espères bien que c'est une grosse production. Mm. Ah ouais, puis c'est. Bah, toi, t'as aussi participé une fois à Startup Weekend, comme je me rappelle, on était encore ensemble. Et puis c'est genre, c'est des trucs. Alors j'étais une fois à Zurich et puis c'était incroyable, quoi. Et puis pendant là, je suis régulièrement en train de garder s'il y a des nouvelles Startup Weekend qui se font, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Donc à tout le monde qui n'était pas encore, je les conseille vraiment de le faire une fois, quoi. Ouais, et puis il y a d'autres formats qui sont super, comme les hackathons, les climatons maintenant aussi, c'est beaucoup plus spécifique dans la durabilité. Mais il y a vraiment des événements super qui sont faits qui, effectivement, je trouve l'intérêt, c'est aussi d'avoir très rapidement des partenaires, des entreprises qui proposent des challenges et qui accompagnent, par exemple, dans plein de climatons, ça se fait maintenant. Et là, à ce moment-là, je trouve pour lancer une startup, pour lancer un projet, c'est un cadre qui est idéal et qui est propice à ça parce qu'on a ou notre premier client qui est présent, donc un premier feedback, ou on a une équipe qui se forme avec des compétences souvent très diversifiées. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir... c'est un bon début pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Le, le défi même des formats type hackathon ou Startup Weekend, enfin, ce que j'aimais bien, c'est l'idée que tu bosses sur quelque chose de précis. C'est-à-dire que tu bosses sur une problématique ou bien un problème ou une opportunité qui fait sens pour quelqu'un ou qui a un vrai besoin pour quelqu'un, contrairement à des gens qui vont se gratter la tête toute leur vie pour trouver une idée, alors que tu as envie de dire, si tu regardes autour de toi, si tu regardes un peu les manquements ou bien les opportunités autour de toi, et que tu te concentres sur ce que tu vois plutôt que d'essayer d'élaborer le prochain Uber, les hackathons t'ouvrent la porte de... Il y a déjà tellement à faire dans ce qui existe. Surtout si tu as des développeurs, des ingénieurs, enfin si c'est un vrai hackathon par exemple, si tu sais que tu as des gens qui techniquement peuvent, genre on va dire, euh, surmonter les obstacles, que ce soit techniques ou infrastructurels que tu peux rencontrer, c'est encore plus cool. Tu vois? Exemple, j'aimais bien faire ce genre d'événement à l'EPFL ou à l'EPFZ, où là, tu sais que dans les équipes, tu auras des ressources où chaque équipe aura une manière complètement différente de penser un problème. Et en plus, ils auront les moyens d'essayer de le pousser un peu plus loin. C'est comme les écoles de design, ils vont faire des prototypes plus visuels. Donc, c'est toujours un peu plus sympa que des gens qui vont bien réfléchir à leurs solutions, mais ils ne pourront pas vraiment l'exécuter à la fin du week-end. Ah, puis le Startup Weekend, c'est vraiment ça. Dans le focus, c'est aller plus vite sur le marché. Ouais, c'est un peu ce concept d'une startup, quoi. C'est une simulation aussi. C'est pour ça que, si tu veux, je pense que tu me parlais de passion avant. Je pense que le secret le moins assumé dans ma vie, c'est que je pense que l'événementiel professionnel, en guillemets, on va dire, tous ces formats, les workshops, j'ai fait des design sprints aussi, toutes ces choses, moi, c'est ce qui me passionne, c'est d'avoir sur un laps de temps très court, réussir à juste innover, faire quelque chose de complètement différent, avec des gens qui, au début, soit se connaissent pas, soit connaissaient pas le sujet, et de les amener comme ça vers un résultat qu'ils souhaitent ou bien qu'ils n'avaient pas imaginé. C'est vrai que je donne énormément de temps dans la communauté startup pour ça, de différentes manières, même dans les entreprises. Mais vraiment par passion, j'ai presque envie de te dire. Ah, c'est cool, ça se retrouve avec aussi un peu ce qu'on a discuté lors de derniers podcasts.
les 2 derniers podcasts, un c'était sur le journalisme et la personne avec qui on l'a rencontré pendant le hackathon versus virus. Puis on a lancé un projet ensemble qui a finalement débouché sur un projet de recherche à la HESSO. Et puis dernier podcast avec Joël Mastelic, c'était sur l'innovation ouverte et comment justement intégrer plusieurs parties prenantes et flux de connaissances dans une équipe de projet et pour réaliser finalement des objectifs. Donc on voit que ça, c'est assez lié. Aujourd'hui, nous, on va plutôt se concentrer sur la thématique du coaching, du mentoring. C'était intéressant comme tu as introduit le fait que le court terme, donc on a 3 heures devant nous, c'était pas forcément la façon dont tu voyais le coaching. Entre le mentoring et le coaching, il y a souvent beaucoup de discussions. On pourrait le définir très, très brièvement. De nouveau, on n'a pas 40 minutes pour donner la définition du coaching parce que tellement c'est complexe. Mais on peut dire que le coaching, c'est l'accompagnement d'un groupe, d'une personne pour trouver ses propres réponses. Et le mentoring, c'est plutôt une relation expert, personne qui apprend, si on le définit comme ça. Après, on retrouve plein d'éléments qui sont similaires. Par exemple, dans le coaching ou dans le mentoring, on conseille d'avoir toujours une position humble, à l'écoute des gens, etc. Et aussi de l'honnêteté bienveillante. En tout cas, moi, je le définirais comme ça. Donc, le fait de se dire les choses pour le bien du projet, pour le bien de la personne dans la relation. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il y a une meilleure ou une moins bonne solution. On est là surtout pour dire qu'il y a ces 2 options qui sont disponibles. Il y en a d'autres. Par exemple, on peut retrouver aussi un terme souvent dans l'entrepreneuriat, le sparring partner. Donc, c'est ce genre de choses qu'on aimerait mettre en avant dans ce podcast. Peut-être tu arriveras à nous donner un peu ta définition du coaching, du mentoring. Quelles sont un peu les différences pour toi? C'est marrant parce que je crois que les 2 concepts se sont longtemps un peu mixés dans ma tête. C'est-à-dire, pendant très longtemps déjà, il faut savoir, même depuis... En fait, avant de commencer le podcast, je cherchais un bouquin parce que je sais qu'il n'est pas loin de moi. Mais parce que quand j'avais, je crois, peut-être 19 ans ou 20 ans, ma sœur m'avait offert un bouquin sur le coaching ou sur comment devenir coach. Parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps, même durant mon adolescence, que même mes profs, même à l'enfance, me disaient que j'étais celui qui aidait ses camarades à finir ce qu'ils faisaient ou à avancer. Ça a toujours été un peu ma personnalité. Et puis typiquement, après, quand on est adolescent, les relations amoureuses, pareil, tu es celui un peu qui accompagne, on va dire, ton meilleur ami, tes amis, genre dans leur détresse amoureuse. Je crois que j'ai toujours eu un peu en moi, mais pour moi, je ne voyais pas la différence entre ça et le mentoring. Le mentoring, c'est venu vraiment, je pense, quand j'ai découvert l'écosystème startup. Donc, au fond, coaching, pour moi, c'était l'idée je le prends même au sens sportif. C'est tu joues ou pas. La seule différence entre toi et les mecs sur le terrain, donc c'est-à-dire les entrepreneurs, par exemple les employés, ton client, c'est que là, toi, activement, tu peux suivre, tu peux donner une direction, tu peux donner un avis, tu peux challenger, tu peux faire. Tu es présent, tu es même ultra proche de ceux qui exécutent, qui font. Tu as un but commun que vous partagez, mais tu ne comment dire, t'es pas dans l'action. Il n'y a pas forcément un moment, même si des fois, après, tu vas dire selon les contextes, des fois, on met un peu les mains dedans. La personne vient vers toi en se disant, c'est ton expertise, ton expérience, et puis on va dire un peu ta présence qui fait un peu la différence. Et c'est vrai que pour beaucoup, par exemple, d'entrepreneurs, ça se jouait sur, c'est pas forcément l'idée que je coachais, c'était toutes les étapes qu'ils vont traverser pour faire avancer leur idée. L'idée en elle-même, très souvent, je disais aux gens, je ne touche pas à ton idée, je touche pas à ton produit. C'est-à-dire, entre guillemets, si je suis là, c'est que j'y crois. Je trouve ça intéressant. Mais exemple, dans le domaine financier ou comptable ou marketing, si tu ne fais pas ça, 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 tu vas complètement passer à côté de ce qu'il faut qu'il soit en place pour ton idée. Donc, c'est un peu cette différence, tu veux, que je visualisais. Et en découvrant un peu après le monde des incubateurs, accélérateurs, tout ça, c'est là qu'on m'a introduit au mentoring, qui d'une certaine manière est pas. Selon le cadre dans lequel tu fais, c'est aussi parce que tu as moins de temps. C'est-à-dire que le coaching, pour moi, je vois sur la durée. Il y en a, ils vont voir un coach 1 fois par semaine, il y a une fréquence, il y a un suivi. Et puis le mentor, des fois, il a juste moins de temps, mais par contre, il a une expertise par rapport à ce que la personne est en train de faire. Exemple, je vais faire du mentoring sur le marketing, par exemple, pour, imaginons, des startups dans un incubateur. On va parler de marketing.
on va pas parler, en guillemets, s'ils viennent me voir, c'est que sur leur projet, ou dans les problématiques qu'ils ont, ils vont dire, OK, bah, tu es un expert marketing. Si on fait 1 heure, si on fait une demi-heure, ou si je viens vers toi, c'est parce que je vais gagner du temps à comprendre ça sur ce sujet avec toi. Et du coup, ça me permettait, par exemple, dans ces cadres-là, de me dire, OK, bah, tu te donnes une spécialité, et puis go. Alors qu'au fond, pour moi, le mentoring, il y a aussi ce côté où il y a des gens qui ont besoin de... Tu es entrepreneur, donc même chose que j'expliquais avant sur le coaching, tu es entrepreneur, tu vis des choses au quotidien, et des fois, tu as besoin d'un mentor qui a traversé ce que tu as traversé, mais même des fois, même humainement. C'est-à-dire que c'est plus une question de problématique, un problème que tu dois régler dans ton business ou quelque chose. C'est plus toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, tu pourrais bénéficier de l'expérience de quelqu'un sur les choses que tu as traversées. Et aussi peut-être même des fois de son réseau. C'est-à-dire que ça te facilite, c'est une relation un peu de proximité où tu te dis, j'ai accès, admettons, on va dire comment dire, pas juste à la matière grise, mais même des fois, ça peut être au carnet d'adresse, ça peut être, vraiment, ça me donne un peu c'est pas un copilote, c'est même pas un copilote, parce que c'est plus un coach, mais comment je pourrais dire ça? Tu peux te permettre d'être beaucoup plus transparent, parce que tu sais qu'en guillemets, vous avez un parcours similaire, Mhm. ou ce que tu as vécu, l'autre le comprend, tu vois. Donc, tout dépend du cadre pour moi, je pense. Cadre et la durée aussi, du coup. En général, tu dirais qu'un coaching, ça doit prendre au minimum combien de temps? C'est une très bonne question. C'est-à-dire une session ou bien carrément une période où Ouais, je dirais que la session, c'est particulier, on va dire. C'est sûr que si on fait Ouais, 3h30 de coaching, ça va être dur d'être toujours, parce que c'est souvent intense. Mais je dirais plutôt la durée, parce qu'on a parlé par exemple des startup week-end, ouais, etc. Un startup week-end, si tu es coach et que on va dire, rencontres 3-4 équipes, tu auras plutôt une position de mentor, je pense. Enfin, ouais, 100%. Mm. Ouais, de mon point de vue. ouais, Et ensuite, ouais. c'est voilà, quand on s'engage avec l'équipe, qu'on a ce but commun, comme tu l'as dit, qui est, je pense, très important dans le coaching. Combien de Mm. temps ça dure? Quand est-ce que ça s'arrête finalement, le coaching? Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que avec les années, il faut savoir que déjà le mentoring coaching, quand j'ai lancé ma boîte, c'est le premier service que j'avais créé, un service d'accompagnement, parce que je voulais expliquer aux gens pourquoi, dans un premier temps, je ne vais pas leur facturer, mais je vais les suivre, mais je ne vais pas le facturer. Et ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. J'ai dit, mais parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que pendant on va se voir, tu vas m'offrir des cafés, j'aurai d'autres choses à gagner, mais tu vas surtout me donner accès au projet pour qu'au bout d'un moment, quand il y a un mandat, quand il y a quelque chose que je pourrais faire, je l'aurais vu venir, on y serait allé ensemble. C'est-à-dire que c'est pour justifier le temps qu'on va passer ensemble, mais par contre, que tu t'engages à oui, qu'on se voit à une fréquence donnée, que si, que ça. Disons que un coaching moyen pour moi, je le vois sur une période de genre 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que vient un moment où, de toute manière, les gens, soit ça évolue, donc ça va évoluer ou régresser. C'est-à-dire que soit les gens, au bout d'un moment, ils se lassent. Il y en a qui se lassent avec le temps, ils se découragent. Tu sais, cette stat où on dit que 9 projets sur 10, je ne sais plus combien ça Mm. donne, Ouais. 7 sur 10, échouent. C'est parce que les gens aussi se déconcentrent, la vie les rattrape, ils vont avoir un enfant, ils vont avoir un job. Et du coup, des fois, tu commences à coacher quelqu'un, il y a un rythme. Selon comment ils avancent, bah alors c'est naturel. Puis après, il y en a juste au cours de route, ils vont se distraire. Et puis, j'ai souvent tendance je force pas une relation. C'est-à-dire, si au bout d'un mois, je vois qu'ils ne me relancent pas, ils oublient ou ils décalent, je me dis, eux, ils ne savent pas, mais moi, ça fait partie du jeu. Je vais les laisser un peu lâcher prise. Donc, passer ce laps de temps, quand on arrive vers du 6 mois, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils disent, OK, maintenant, parce que pendant ce temps-là, on va par exemple fixer les priorités, faire des plans et autres. Ils vont me dire, OK, maintenant, je voudrais que tu t'occupes de ça. Et là, souvent, moi, c'est là que ça bifurque sur soit de l'advisory ou du conseil, du consulting pur, où là, vraiment, je prends la chose en main, je mène le projet moi-même. Donc, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il y a cette durée, pour moi, enfin, je la vois dans les deux sens. C'est du côté de la personne qui se fait coacher ou de l'équipe qui se fait coacher et de toi de dire, tu crées une relation de confiance. Ouais, je pense que c'est un peu similaire aussi avec le. Ouais, le mentoring, ça peut être du court terme, on va dire, mais il y a aussi du mentoring qui peut prendre 6-7 mois, mais après, effectivement, c'est sur souvent des actions un poil plus concrètes, bah, fournir son carnet d'adresse, Ouais. donner le contact qu'il faut au bon moment. Donc, je pense que c'est assez différent. Mhm. Euh, Vas-y.
Moi, il y a juste quelque chose que j'ai retenu. Tu as parlé avant de ce fameux bouquin que tu as devenir coach, quoi. Bah, finalement, je me pose la question un peu moi-même, c'est bah, comment on devient coach, en fait, quoi. C'est... Toi, tu as dit que tu es né un peu avec certaines capacités ou un peu de caractère aussi, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Est-ce qu'il y a des formations ou finalement, comment on arrive à être coach? Alors, en aucun cas, je dirais que je me suis, on va dire, autoproclamé coach. C'est plutôt les gens qui me proclamaient coach. Les gens m'appelaient coach. Attends. Mais non, je sais qu'il y a des formations, il y a des certifications de coaching. Selon aussi le domaine dans lequel on est, le développement personnel, il y a le mot prend un autre sens. Et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'aimais. Une des raisons pourquoi je reste loin de ce terme, particulièrement par exemple en RH, coach veut dire aussi autre chose, Mhm. au niveau soft skills, au niveau ça, leadership, qui sont d'ailleurs des gens qui, à travers les events que j'ai fait, j'ai rencontré énormément d'entre eux qui ils voyaient un peu le pendant entre la pratique et puis la théorie, on va dire. Je sais qu'il y a des formations pour ça, mais dans le monde des startups, je pense que le mentoring, coaching, ça correspondait plus à ma personnalité un peu autodidacte. C'est un peu comme le consulting. Je me souviens quand j'avais dit à une de mes tantes que je voulais devenir consultant, j'avais genre 25 ans, elle m'a dit, mais tu sais, le consulting, c'est un truc que tu fais quand tu as beaucoup d'expérience, quand tu as fait genre, tu sais, genre, ça vient avec le temps. Puis, tu sais, pendant longtemps, je ne comprenais pas cette phrase, mais en fait, oui, au bout d'un moment, je la comprends parce que si tu répètes à l'infini le même geste, au bout d'un moment, si tu vois quelqu'un le faire, genre, tu peux lui expliquer. Enfin, c'est-à-dire, tu sais ce qui va se passer. Tu sais exactement à quel moment va se passer quoi. Tu peux extrapoler. Mm. Tu as vu d'autres choses, tu as vu d'autres domaines. Ouais. Et c'est vrai que coach, je pense que le monde des startups va vers le côté expert déjà. C'est-à-dire que dans un domaine donné, tu savais ce que tu pouvais amener, tu savais ce que tu pouvais aider à mettre en place. C'était du partage de connaissances, du partage de meilleures pratiques. Il y avait ce côté informel. Et les accélérateurs, incubateurs ont après un peu aidé à formaliser le rôle. C'est-à-dire qu'il y en a qui donnent une méthode. C'est-à-dire, oui, ok, t'es coach dans tel domaine, c'est bien, mais on va dire à quelle fréquence tu vois les gens, on va dire qui tu vois, on va dire comment tu dois agir avec eux. On parlait de bienveillance avant. C'est tout ce côté-là m'allait beaucoup mieux. C'est-à-dire, finalement, si on me demande, je suis business coach, je suis startup coach. Mm. Je vais jamais vraiment m'aventurer, alors qu'on me l'a demandé, hein, même quand je faisais Fuck Up Night, quand Mhm. j'étais sur le domaine de la résilience, on me demandait d'ailleurs d'aller parler à des jeunes, de faire des trucs comme ça. Je disais, mais c'est pas mon job. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas que je sais pas le faire, c'est que pour moi, ça demande un encadrement après. Je veux dire, c'est aussi c'est psychologique. C'est comme encadrer des sportifs. Un sportif est plus proche pour moi d'un entrepreneur. Mais si tu me dis, admettons, un jeune, admettons, rupture, je vais te dire, mais c'est une responsabilité aussi. Tu vois. Ouais, Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a des similarités dans les compétences, mais effectivement, c'est un autre métier complet, accompagnateur, par exemple, 100%. ouais, socio-éducationnel, etc. C'est très différent, 100%. avec pourtant tout ce qui est empathie, etc., qu'on retrouve, hein, dans le coaching ou autre. Mais ouais, effectivement, c'est très différent. Peut-être une autre question qui est née de la question de Robin. Est-ce que tu te fais encore coacher, toi, de ton côté? C'est une bonne question. Je pense que beaucoup de gens m'ont demandé, ils m'ont dit, mais toi, t'as un coach? J'ai dit non. Mais parce que moi, après, j'ai une particularité, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours commencé d'en bas. Mhm. C'est-à-dire que même quand je dis que je suis entré à la RTS, je ne suis pas entré à la RTS en ayant appliqué, il y avait un poste qui est ouvert, j'ai appliqué. Non, non. J'ai commencé par une porte dérobée, et puis je devais rester un mois, j'ai fait 6 ans. Et puis après, j'ai appris le métier de chargé de com. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance d'avoir une chef qui, qui, qui m'a donné ma chance. J'ai appris le métier, alors que tous mes collègues étaient soit des journalistes ou des spécialistes des relations publiques confirmées ou relations presse. Moi, j'ai appris sur le tas avec eux et j'ai jamais rechigné à apprendre de gens qui connaissaient mieux que moi. C'est comme pour quand j'organisais des concerts, j'étais une sorte d'assistant stagiaire plus, slash associé, c'est un peu bizarre, mais du coup, ça me permettait d'apprendre tout le métier. Donc, au fond, dans tout ce que j'ai fait, euh, je commençais d'en bas. Et même quand j'étais dans les juniors entreprises, après la première année, peut-être tu sais comment c'est une association d'étudiants, ils vont te dire, Mhm. après 3 mois, ils vont te dire, ah bah tu ramènes ta gueule, bah, deviens président. Je dis non, non, je dis, je suis pas encore prêt, je vais faire des mandats, je vais comprendre comment les choses marchent.
J'ai attendu 3 ans alors qu'il n'y avait pas de raison. Je suis devenu président. Mais j'ai fait les choses dans l'ordre parce que je voulais comprendre comment marche une entité. Et quand je voulais apprendre quelque chose, en fait, j'étais toujours quelqu'un qui... J'étais prêt à dire non à un salaire ou j'étais prêt à accompagner juste pour comprendre un business model Mhm. ou pour comprendre comment marche telle ou telle industrie. Donc, qui fait Ouais. que je pense que j'ai été coaché toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient 5, 10, 15, 20 ans de plus que moi, qui me prenaient un peu sur le réel, qui m'expliquaient comment marchait telle ou telle chose. Parce que finalement, j'ai presque envie de te dire, tu vois, si je prends l'exemple de la télé, je suis resté à la télé. Bon, déjà, je suis un enfant de la télé, mais je suis resté à la télé parce que j'étais dans un open space avec mes collègues pendant un mois. Je leur posais tellement de questions, ils m'ont dit, mais en fait, toi, t'aimes ce qu'on fait? Je fais, mais bien sûr, c'est un rêve d'être là. Et je posais 1000 questions, mais c'est même pas des questions c'est pas des questions de compréhension seulement, c'est la question que tu poses si vraiment tu t'intéresses. Tu vois. Ouais. Et toute ma vie, ça a été ça, en fait. J'ai jamais le... Il faut comprendre que même maintenant, alors qu'il y a des gens qui vont me voir, je sais pas, ou qui me donnent tel titre, ou je sais pas quoi, je me dis toujours que je vais apprendre de quelqu'un. Il y a je crois que c'est un concept bouddhiste d'ailleurs, qui s'appelle, en anglais, c'est le beginner's mind, c'est l'esprit du débutant. C'est qu'en fait, c'est un état d'esprit dans lequel, dans tout ce que tu fais, tu dois partir du principe que tu peux apprendre ou que tu peux apprendre de quelqu'un ou que tu as quelque chose à apprendre. La base de ce que tu fais, c'est ça. Et même en coaching, c'est la même. Chaque idée est différente. Je veux dire, oui, 2 restaurants, c'est 2 restaurants, donc Ouais. tu as 2 restaurateurs, ok, Mhm. cool. Mais même s'ils sont à côté, c'est pas du tout le même concept, c'est pas le même parcours, c'est pas le même tout, qui fait que je dois passer du temps à recomprendre, genre depuis le début, pourquoi ils font X, pourquoi ils font Y, pourquoi lui il fait pas Z. Donc je pense que en vrai, j'ai toujours été coaché en fait. En tout cas, j'ai toujours eu des mentors ou des gens qui dans mon parcours m'ont appris énormément de choses. Ouais, j'ai rigolé quand tu as dit que tu poses assez souvent des questions parce que les premières expériences que j'ai fait en coaching, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut pas répondre, il faut toujours poser des questions, quoi. Donc je comprends que c'est le coaching, quoi. Donc souvent, bon, après il y a d'autres manières, mais souvent c'est poser des questions de nouveau en lieu des réponses, quoi. Donc c'est D'accord. ouais, de poser des questions pour avoir des réflexions aux personnes qui sont en face, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que cette histoire de questions, parce qu'après, tu sais, tu te renseignes. Avec le temps, tu te renseignes, tu essaies de faire le job du mieux possible. Mm. Et dans certains cas, ça m'énervait le côté où tu sais, quand tu te réponds à une question, tu te dis, oui, non, mais Mhm. euh, là, vraiment, je veux la réponse. Tu sais, c'est-à-dire à un moment donné, genre, s'il te plaît. Mm. Mais je me suis rendu compte à l'inverse qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Genre, c'est-à-dire, et Ok, ouais. dans un contexte peut-être privé, ils ont confiance en eux. Par exemple, tu vas les voir, ils vont t'adresser la parole, ils disent, ok, très bien. Mais il y a des moments, des sujets, ça peut être dans le travail, peu importe, ils n'ont pas confiance en eux, et du coup, ils te posent une question où tu te dis, en fait, tu sais la réponse. Mm. Et je peux te la donner, je peux te dire oui, ça te réconforte et tu peux te taper sur l'épaule. Mais concrètement, je préfère comprendre pourquoi tu me poses cette question, Ok. parce qu'au fond, tu sais ce que tu fais. Mhm. Et très souvent, en tant que conseiller marketing, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, moi, le marketing, je ne connais pas. Alors que c'est des boîtes où, quand je vois ce qu'ils font, je dis, mais c'est un très bon marketing. Très belle marque, très bon produit, très bon service. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais pourquoi tu me dis ça quand tu poses quelques questions où ils te répondent, parce qu'il y a une réponse. Le pire, c'est qu'il y a une réponse. Pourquoi tu leur dis, mais ça, c'est du marketing. C'est pas forcément une envie de faire une sorte d'effet miroir. C'est que ce qui est le plus frustrant, c'est quand tu pars sur un pied d'inégalité perçu pour la personne en face de toi. Parce que du coup, tout ce que tu dis, c'est soit de l'or, Mhm. soit ils ne l'entendent pas. Et Ok. l'un dans l'autre, tu te dis, mais j'ai besoin d'une discussion, en fait. Et c'est pour ça que le mentoring, d'une certaine manière, me met plus à l'aise. Des fois, c'est parce que je me dis, on est sur un pied d'égalité. Je commence par ça. On est sur un pied d'égalité. Mm. Alors que peut-être qu'on ne devrait pas l'être, mais pour moi, mes meilleurs profs, c'était ceux qui m'ont traité comme un adulte, tu vois, quand j'étais enfant, par Mhm. exemple. Et à partir de là, par contre, oui, ce que tu ne sais pas, on peut avoir une vraie discussion dessus parce que c'est pas que tu veux juste comprendre savoir ce que tu ne sais pas, tu veux le comprendre. Donc là, on peut en parler. Tu vois. Moi, en fait, la question de base, est-ce que tu te fais encore coacher? C'était que j'avais un peu une problématique ces temps, et puis ça pourrait encore déboucher sur une autre question. C'est que j'ai commencé un coaching d'équipe, du coup, avec mon équipe à la HESSO. Mhm. C'est tout neuf.
Et lors du premier coaching, donc j'ai retrouvé des techniques de coaching que j'ai utilisées et que j'ai déjà expérimenté. Donc c'était assez particulier dans le fait que, ok, je retrouve ce que j'ai fait. Du coup, ma relation coaching était hyper complexe et j'arrivais pas à me dire, ok, je suis vraiment intégré. J'étais plutôt distant et c'était assez bizarre comme relation. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, tout le monde peut se faire coacher et comment est-ce qu'on se prépare à un coaching en tant que personne, finalement, en tant que coaché plutôt que coach? Et je me suis Hmm, dit, là, ça, hmm, c'est un point qui est quand même tout à intéressant parce que fait. ça peut arriver à beaucoup de monde d'avoir ce sentiment, ok, j'ai ce qu'il faut, mais comment est-ce que j'intègre et je rentre dans ce coaching? Tu sais, quand on dit que c'est comme en psychologie, quand on dit qu'admettons, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, euh, qui est un peu la base, c'est ce qui ne Mhm. reconnaît pas son problème, ça sert à rien. Je pense que moi, il y a des gens qui vont spécifiquement me demander du coaching. Par exemple, je me réserve, si je prends l'inverse, je me réserve toujours le droit de leur dire non. Dans le sens où c'est un rapport qui est tellement particulier que tu dois être réceptif aussi d'une certaine manière à la personne en face. Puis aussi, je pense qu'il y a aussi un rapport de force d'une certaine manière qui peut exister ou qui va exister, qui fait que des fois, on est juste résistant parce qu'il y en a qui sortent justement de ce que je disais d'avant, des formations en fait. Ils ont une formation coach, Mhm. tu la vois arriver à 10 Ouais. km en fait, la méthode, et du coup, tu te dis, mais ok, mais c'est mignon ta méthode, c'est ça, je veux dire comme ça, mais c'est mignon ta méthode. Mais là, on est au point 1, j'ai compris qu'il faut attendre le point 14, mais moi, c'est le point 14 qui me. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est dur de s'adapter à, limite, j'ai envie de dire, à chaque personnalité. Et c'est une des raisons pourquoi, c'est-à-dire, mon. Peut-être que pour répondre à ta question, moi, non, je me fais pas coacher, principalement parce que si tu le fais, limite, je dois pas être au courant, en fait. C'est-à-dire, Mhm. ça sera toujours presque plus du mentoring parce que j'aurai toujours besoin du point X et j'ai pas le temps à perdre de faire toute la. Il y en a qui doivent appliquer leur méthode. Ah. C'est un peu comme si quand tu vas chez le médecin, même si tu sais que tu as mal à la tête, il va devoir quand même prendre ta tension, faire tout ça. Ouais, mais j'ai mal à la tête, en fait. Et selon le jour, tu n'as pas le temps de oui, oui, ok, vas-y, je respire. Oui. Et puis tu te laisses faire parce que tu n'as pas le choix, tu payes pour, de toute manière. Mais en vrai, tu as mal à la tête. Donc, c'est un peu l'équivalent. C'est qu'il y a des jours, j'ai pas le temps. Et en plus, il y en a qui ils sont payés une fortune pour faire ça. Et toi, tu dis, attends, moi, j'ai fait ça gratos peut-être toute ma life. Alors, ça, c'est mon problème. Mais du coup, tu dis, attends, moi, il y a des gens, juste en passant, j'ai des potes qui sont coachés. Des fois, ils ont deux coachs. Donc, ça là, ils mettent genre 500 balles là, en minimum par mois dans ces sessions. Et moi, je les coach. En tout cas, moi, c'est-à-dire informellement, je les coach et je me dis, et je leur dis, mais ils servent à quoi en fait? C'est-à-dire, oui, mais on travaille tel truc précis. J'ai dit, ok, mais je veux bien, mais ce truc-là, du coup, il est toujours pas traité. Et ce truc moi, c'est ça qui me. Des fois, je sais que c'est pas holistique hein, pour tout le monde, Mhm. mais putain, moi, c'est ça qui me rend fou. Ouais, c'est intéressant de voir le côté pratique plutôt que on va dire, entre guillemets, théorique des formations où nous, on a eu beaucoup de formations sur le coaching, Mm. le positionnement à prendre, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu les différences. Bah, c'est toujours intéressant de voir la théorie et la pratique, comment ça joue en fait. Moi, si on veut aller un peu dans un autre chemin, je dirais, c'est si par exemple, moi j'ai une entreprise, une start-up, c'est aussi la question un peu, c'est si on a besoin d'être coaché, est-ce que où je le retrouve finalement des coachs quoi. T'as vite touché, je crois, à ces débuts, dans l'introduction, il y a des incubateurs, des accélérateurs et tout ça. Donc finalement, c'est aussi quelque chose, moi personnellement, je sais jamais qu'est-ce que c'est en fait la différence entre tous ces trucs, mais je sais qu'il y a des différentes manières de coaching aussi dedans, où il y a des accès à ces choses, quoi. Il y a, en fait, le où chercher, je pense, selon les pays, c'est un peu plus clair. En Mhm. Suisse, c'est toujours un peu. En Suisse, par exemple, un des endroits assez improbables, c'est justement les groupements d'entreprises. Les groupements d'entreprises, les chambres de commerce. En fait, c'est là que tu risques de tomber sur des gens qui, peut-être, vont pas te coacher, mais en tout cas, peuvent t'accompagner, peuvent être une sorte de parrain, ou ce que tu veux. Ça, c'est pour si tu veux le niveau zéro, c'est dans ton réseautage, c'est qu'au fond, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui accepteraient de le faire dans certaines industries,
C'est juste qu'on les approche jamais pour le faire. On se dit, ah, il n'a pas le temps. Si. Exemple, si je suis dans le textile et qu'il y a une boîte qui monte, en fait, je serais intéressé à suivre ce qu'il fait. Mais ça, c'est personnel, tu vois. C'est plus. Ouais. C'est une sorte de. Tu y gagnes parce qu'après, si elle grandit trop, bah, tu y as premier accès. Tu vois. Ensuite, il y a des institutions comme Genilem aussi. Genilem qui est par exemple partout en Suisse, sauf erreur, ou en Suisse romande. Suisse romande, en tout cas, sûr. Suisse, sûrement. Qui eux-mêmes ont des programmes, ils ont un certain nombre de choses. Après, le problème, c'est qu'ils sont débordés. C'est-à-dire que quand tu prends le nombre de boîtes qui se créent chaque année, ben, c'est déjà une chose. C'est déjà trop. Il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Ok. Et puis ensuite, il y a effectivement les incubateurs et les accélérateurs. Alors, les incubateurs, selon les modèles, ça dépend. Parce que après, il y a ceux qui sont étatiques, ceux qui sont affiliés à des écoles, il y en a qui sont privés. C'est toujours un peu particulier parce que si tu veux, ils te donnent toute une infrastructure pour développer ce que tu fais. Des bureaux, effectivement, accès à des mentors, mais souvent tu payes en fait. C'est-à-dire, ou des coachs qui sont là, limite, ils sont là pour venir t'aider sur un truc précis, selon les modèles. Ils sont là pour t'ouvrir des portes, trouver des investisseurs, faire ci, faire ça, l'investissement aussi. Mais ceux qui, je pense, ont essayé de plus standardiser, on va dire, le rôle du mentor, on va dire, c'est les accélérateurs, parce qu'ils en ont besoin. Eux, ils ont besoin d'une armée. C'est-à-dire, en fait, les mentors sont, j'ai presque envie de dire, avec le temps, c'est presque plus la plus-value des accélérateurs que les investisseurs. L'investissement, tu l'auras peut-être ou pas en cours de route, ça c'est le leitmotiv, on va dire, de l'accélérateur. Mais les gens avec qui tu interagis le plus par rapport à ton business, ceux qui vont t'amener ce que tu as vraiment besoin au début, c'est des contacts, des ressources, des idées. Les mentors deviennent même un substitut de ton staff au début, surtout quand tu es tout seul, quand tu es un solopreneur, comme on appelle ça. Au fond, tu comptes sur le mentor pour dire ah, je cherche un contact là-bas, et tu sais quoi, oui, je connais quelqu'un là-bas. Ça devient c'est un peu comme ton parrain, quoi, tu vois. Et d'un autre côté, c'est vrai que je t'avoue un truc, je suis toujours un peu curieux par les, la démarche de chercher un coach quand on lance quelque chose. Dans le sens où, si je veux apprendre le piano, si je veux apprendre si je veux apprendre à cuisiner, si je veux ce que tu veux, ouais, moi je vais chercher un prof. Là, c'est vrai que ça me paraît logique. Si je monte quelque chose, dans ma tête, je me dis, tout dépend ce que tu attends du coach. Tu vois. Parce que c'est pour ça que ça n'existe pas. C'est que la majorité se disent, ouais, mais quand tu te lances, ceux qui vont vouloir le faire comme métier vont te dire, mais tu vas me payer pour ou enfin, tu veux. Tu vois, c'est pour ça que même moi, avec le temps, j'ai commencé à le faire dans des accélérateurs. Je me suis dit, OK, le cadre, il est fixé. Je sais ce que, genre, les boîtes sont skinnées. Je n'ai pas allé les chercher. Eux n'ont pas allé me chercher. Exemple, avec Founders Institute, on peut même il régit même comment le temps que tu alloues pour des sessions, le planning. Comme ça, c'est fait. Mais au moins, je n'ai pas à me prendre la tête à créer un cadre à chaque fois avec chaque personne. En dehors, le défi, c'est qu'au bout d'un moment, juste pour la préparation, tu dis, mais je dois leur faire payer parce que juste me coordonner avec la personne, il a pas d'argent. Genre, il n'a rien. Tu vois. C'est là, je pense que des fois, c'est toujours un peu difficile, mais il y a un certain nombre d'entités qui existent. C'est juste que des fois, le besoin, je pense qu'il y a une inadéquation entre ce que les gens espèrent et puis, enfin, les deux parties. Ouais, je pense aussi le côté où le moment, le timing est aussi. Parce que souvent, quand on est solo entrepreneur, qu'on se lance, etc., c'est pas le premier truc auquel on pense, le coaching. On est dans le rush, on a trop de choses à faire. Enfin, on a la tête dans le guidon, c'est pas la première chose. Et peut-être ça vient justement, de nouveau, comme on dit, on apprend de nos erreurs, etc. Effectivement, peut-être au début, le solo entrepreneur va faire plusieurs erreurs, etc. Et 2 ans après, le mentor va lui dire ah mais t'aurais pas dû faire ça. Et du coup, ça impacte peut-être. mais je trouve le timing effectivement est dur à se dire que. Enfin, j'arriverai pas à m'imaginer moi aussi qui est dans l'entrepreneuriat. Ok, je lance mon projet. Maintenant, j'ai besoin d'un coach tout de suite pour ça. Tu as envie de te lancer, tester le marché. Tu as envie de voir justement comment les entreprises répondent, etc. Mais c'est vrai que dans la démarche, je sais pas si ça se fait de manière assez commune d'avoir directement le... Bon, effectivement, dans les accélérateurs, oui, il y a des startups qui se lancent et qui arrivent directement avec l'accompagnement de coach. Ouais. En fait, si tu veux, après, je dis ça, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Là, je le dis en mode, ça m'est déjà arrivé, mais je ne le comprends pas. Par exemple, j'ai des amis, ça arrivait au moins 3-4 fois dans ma vie, ils lançaient un projet, mais un gros projet. Puis ils me disaient, écoute,
j'ai les ressources, j'ai l'idée. Mais j'ai besoin que tu sois là. Si tu n'es pas là, je ne peux pas le faire. Je dis, mais excuse-moi. Et c'était dans le sens où il disait, c'est une manière détournée de te dire, OK, je veux que tu deviennes associé, mais sous un rôle vraiment de coach. C'était Ouais. genre, écoute, genre, je veux que tu me dises comment on avance ou limite que tu gères le projet. Donc, c'est vraiment consultant coach. Mais je me souviens, j'avais un client, exemple, c'était il y a 3 ans, et il avait levé des fonds. Donc, ça faisait 2 ans qu'il travaillait sur son produit. Mhm. Il avait réussi à lever des fonds pour faire sauver la boîte. Donc, vraiment, il avait un petit pactole. Il m'avait plus ou moins dit qu'il levait des fonds. Puis un jour, il me dit, écoute, il me reçoit, il me dit, écoute, je viens de lever presque un demi-million de francs suisses. Je sais pas. Ouais, ouais. Et donc voilà, maintenant j'ai ça, j'ai le produit entre les mains, on doit le finir, j'ai une équipe de temps, là, là. Je dis, ouais, vas-y. Et maintenant, on fait quoi? Je lui dis, mais c'est tout, mec. Et ça, je me souviendrai toujours de ma vie. Cette anecdote, on la redonne encore quand on croise des gens, on me dit, mais non, on fait quoi? J'ai dit, mais quoi, on fait quoi? J'ai dit, écoute, moi j'ai besoin de te faire un mandat où déjà tu m'aides à structurer le marketing, ok, très bien. Puis il m'a dit, et que tu me coaches moi. Non, littéralement, lui en tant que CEO. Et là, vraiment, si tu veux, c'était là, par contre, on y a passé presque un peu plus d'une année comme ça, vraiment dans les tranchées. Ça m'a pris quand même naturellement un certain temps, mais c'était vraiment limite l'accompagner presque au quotidien, tu vois. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, OK, je comprends aussi des fois tu parlais de timing, des fois c'est aussi l'interprétation du rôle de coach. En fait, les attentes souvent ne sont pas alignées parce que c'est aussi la responsabilité du coach de plus ou moins pas filtrer, mais on va dire de cadrer l'attente, les attentes, cadrer les objectifs, de fixer un objectif. Parce que sinon, il y a des gens, c'est juste, OK, maintenant il est à côté de moi, ça va le faire. Et en fait, inconsciemment, ils ont plein d'attentes sur toi, où ils se disent, en fait, tu n'es pas vraiment un coach, tu es comme une sorte de ressource qui a accepté d'être là. Alors que tu as envie de dire, non, non, maintenant, je t'ai donné la direction, maintenant, on va le faire. Et il y en a, ils me disent, mais pourquoi toi, tu ne fais pas? Je dis, parce que ce n'est pas mon job. Ou c'est pas ma boîte. Ou c'est pas mon. Tu vois, tu peux vite avoir des zones de flou ou de confusion où tu es là avec la personne, Mhm. tu dis, mais c'est marrant, je comprends pourquoi tu t'attendais à ce que je fasse ça, mais moi, j'étais très au clair et je l'ai dit que je ne vais pas faire ça. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai mes autres activités, j'ai mes autres trucs, j'ai Bien ci. sûr. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas évident d'éviter je ne vais pas dire le malentendu, mais c'est vraiment, imagine, tu es un joueur de foot, tu te dis, mais pourquoi le coach ne rentre pas sur le terrain là, maintenant, tout de suite? Parce que c'est pas mon job. Mhm. Tu Ouais. vois. C'est un peu Donc, les attentes aussi, quoi, finalement. 100%. Ah. Ça, c'est ce qui est le plus difficile, je pense. Tu sais, c'est comme quand tu es à un startup week-end et il y a quelqu'un qui te dit, à chaque fois, hein, ça arrive à tous les coups, au moins une ou deux fois, et il dit, mais là, toi, tu ferais quoi? Puis je dis, mais tu veux que je m'assoie à la table aussi? C'est-à-dire, tu veux que je m'assoie là et puis que je le fais, si tu veux. Mais il y a un niveau où tu as envie de dire à la personne, mais je dis, mais je peux te dire tout ce que tu veux, mais si je commence à faire, on n'est plus du tout on n'est plus du tout Mhm. dans le même rapport. Je peux te donner 20 idées, mais si je te dis comment l'exécuter aussi, ah bah, donne-moi des parts de ta boîte aussi, tant qu'on y est. Tu vois, je veux dire, on ne parle plus de la même chose. Mhm. Mais ouais, non, Ouais, je m'y retrouve dans le sentiment que j'avais avant, quand je reprends le processus. Effectivement, Mhm. avec le coaching d'équipe qu'on a actuellement, on n'a pas encore défini les objectifs clairs. On est dans la découverte des objectifs, etc. Et je pense qu'effectivement, ouais, la base aussi dans la théorie, c'est de fixer les attentes du coach, fixer les attentes du coaché, avoir un objectif, un but commun. Et OK, maintenant, on a un cadre qui est un peu plus clair, on peut avancer dans cette direction. Et je pense que ça, c'est une clé, on va dire, pour faire réaliser un bon coaching. Je pense que tu sais, c'est vraiment un métier que j'ai pris le temps c'est un métier que j'ai pris le temps d'apprécier et de respecter au point où maintenant, comme je te dis, je vais coacher dans des cadres hyper précis. Je me mets au service d'une mécanique. Exemple, ça va être un bootcamp d'innovation, peu importe. Peu importe le cadre, du moment qu'il y en a un, je me fonds dedans. Et ça bifurque toujours sur un truc où, après, tu vas avoir donc des coachés qui vont venir me voir et qui vont dire, ah, mais est-ce que tu coaches en dehors? Peu Mhm. importe, que ce soit un startup weekend à Hackathon, tu nommes ce que tu veux. Et je leur dis, mais je t'explique. Typiquement, un startup weekend, à la fin, maintenant, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, c'est pas que je coach pas, c'est qu'à la limite, reviens me voir dans 3 ou 4 mois. D'ici dans 3 ou 4 mois, tu es encore en train de faire ce que tu fais et que tu t'as progressé et que tu sais ce que tu veux, viens me redemander quelque chose. Si tu me le demandes à la fin du Startup Weekend,
cette émulsion, cette espèce d'engouement, d'enthousiasme que tu as en ce moment, moi, je sais que ça va retomber. Pourquoi? Parce que demain, tu reprends le boulot, tu reprends ta vie réelle, tu fais subitement la réalité va te rattraper, parce que tout est possible pour moi, surtout au début. Mais après, moi, je vais m'investir et ça va me saouler de m'investir, en guillemets, pour rien, parce que quand je crois à quelque chose, j'y crois à fond. Mhm. Tu vois. C'est 100%. Mais ça arrive à tous les coups. Je dis, ah, mais non, mais plein de fois, hein, on m'a proposé, on m'a proposé monts et merveilles, genre à la suite de soit une session de coaching ou genre dans un cadre donné. Hein. Mais à chaque fois, je dis, écoutez, ça me touche. En fait, ça me touche, parce que ça veut dire que je fais un impact. Mais concrètement, tu sais aussi que c'est très éphémère. C'est-à-dire, les gens, à la fin, quand ça va convertir, ils vont pas être prêts. Ils vont se dire, ça va être exactement comme c'était dans le cas où j'ai vu. Je dis, mais non, au bout d'un moment, c'est une mécanique, c'est un travail. Hein. Mhm. Ouais, c'est finalement aussi les compétences d'un coach. Qu'est-ce qu'il a comme compétences, dans quelle direction va. Et puis je pense à chaque coach a certaines fois aussi un domaine qui va lui un peu mieux que des autres, quoi. Mm. Ce qui est tout Mm. à fait normal, je pense. 100%. Yes. Oui, on est gentiment à la fin de cet épisode. Si vous voulez rajouter encore quelque chose, je sais pas. Comme... Moi, ça va. Peut-être, T'as tout dit Réginal, que si tu as des choses à rajouter, des éléments à mettre en Non, avant. écoutez, c'était très sympa. Je pense que ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est comme je l'ai dit, quand on m'avait invité à la base, c'est que on parle jamais de cet aspect de ce que je fais, alors que je me rends compte que c'est quelque chose que je fais énormément Mm. depuis environ une dizaine d'années. Mais je pense qu'un conseil que je peux, comment dire, un conseil que je peux donner aux gens qui soit aimeraient être coachés ou qui aimeraient coacher, euh, c'est, je pense que ce qui se met le plus au milieu de la relation, enfin, c'est deux choses. Le premier, c'est une relation que tu construis. C'est-à-dire que je me rends compte que les gens que j'ai plus coachés dans ma vie sont maintenant encore très présents dans ma vie. C'est-à-dire que c'est devenu on a une relation très proche, on est même devenus amis, voire plus, qui fait que, d'une certaine manière, c'est pas juste une relation qu'on peut prendre et qu'on peut lâcher, genre, la mettre de côté en disant c'est du taf. Parce que c'est pas exactement du taf, parce que ton initiative est pas, même quand tu es payé, c'est pas exactement le même, et ça continue au-delà, parce que, imaginons que tu dis, tiens, je vais faire des séances avec la personne, s'il se passe un truc l'heure d'après, elle va vouloir t'en parler. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre conseil que je vais donner, c'est la place de l'ego. Je pense que l'ego des gens, des deux côtés, c'est que c'est tellement valorisant, par exemple, quand quelqu'un vient te voir et dit, je veux que tu sois mon mentor, mon coach, euh, c'est des fois même comment, dans ses prémices, comment c'est formulé, comment la personne l'amène, que tu sais déjà si tu devrais le faire ou pas. Dans le sens où vraiment ça peut fausser. Il n'y a rien de pire en fait que de te retrouver à être coach, mais qui a toutes les clés de la maison. C'est-à-dire dès que tu dis un truc, ils le font. Du Mhm. genre, si tu dis, ah, ton associé, on dirait qu'il fait rien, imaginons, il fait rien, vire-le, il le vire. Je fais, non, non, non. Il y a des choses, c'est bilatéral. Et des fois, les gens, ils viennent avec soit trop d'ego, Mm. ou trop d'admiration, ou pas assez, en fait, pour être honnête. C'est son ego, de manière générale, je pense qu'il faut gérer. Parce que j'ai vu beaucoup ou même moi, j'ai eu des cas où des fois, je me disais, mais j'essayais de dire à la personne, je peux pas te coacher simplement parce que c'est pas ce qu'on est en train de faire en ce moment, en fait. En ce moment, pour toi, tu es au puits de savoir. Tu es au puits de savoir, puits de science. Tu es là avec ton petit seau, tu te dis, tout ce qui sort de là, c'est génial. Alors que moi, souvent, c'est des hypothèses 100%. C'est- Tu vois. Donc, ça, je pense que ce serait quelque chose que les gens devraient faire attention. Parce que même des fois, c'est totalement inconscient des deux côtés. Mm. Donc, voilà, vraiment. Et ça me fait penser à notre première relation en coaching, Robin, qu'on avait eu ensemble. On a vu un coach d'équipe, du coup, qui était le responsable du programme Team Academy, qui avait créé pas mal de programmes à la HESSO, qui avait aussi ce profil entrepreneur, etc. Et je me rappelle à chaque fois qui nous coachait ou qu'on avait un coaching d'équipe qui balançait une idée. Et des fois, c'était des idées complètement folles de projets, etc. On était ah oui, 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 oui. Et puis des fois, on a lancé des trucs, on était en mode, on changeait notre projet Ouais. juste à cause de ce qu'il disait. Et puis à la fin, on se disait, ouais, non, il faut pas qu'on l'écoute. Et puis c'était presque, on devait se dire, ok, non, il faut pas écouter à 100% son Ouais. avis. Il faut prendre ce qu'il faut et ce qui est important pour toi, quoi. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'en plus, je le vois, des fois, il y en a.
comme ils coachent, ils ont ce truc. Tu sais, typiquement dans des startup week-ends, il y en a, ils viennent, Moi, ils je- veulent rendre service. Et ils en ont rien à foutre. Ils débarquent, ils disent oui, oui, non, mais ça, fais le pas, ou faites le truc, puis ils s'en vont. Puis après, je passe derrière, et puis il y en a, ils me disent putain, ça me rassure que je me dis ça, parce que le coach, au fait, ne nous a pas du tout écouté, il n'a pas compris. Puis je dis, écoute, à un moment donné, il faut vraiment que vous compreniez qu'on est des êtres humains. Nous, c'est le week-end, on débarque, et en fait, on devrait se mettre au service d'essayer au moins. Tu sais, tu veux que je te donne un exemple tout con? Quand je coach un hackathon, je fais toujours le même truc. J'ai créé c'est une toute petite méthode toute conne. J'ai dit, écoutez, première fois, genre, pitchez-moi. Genre, juste expliquez-moi de quoi on parle, parce que de toute manière, je ne sais pas de quoi on parle. Donc, si je commence à regarder et que je n'ai pas de contexte, j'ai dit, pitchez-moi. Selon qui pitch, je dis, attends, pourquoi c'est toi qui pitch? Parce qu'on dirait que tu n'as pas tous les détails. C'est l'idée à qui, hop, l'autre commence à pitcher. Et là, tu vois le truc qui déroule, et dans ce que tu entends, là, tu peux commencer à intervenir. Et si tu reviens, admettons, 3 heures plus tard, tu reviens de là où tu es parti. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin du contexte, mais du coup, tu peux suivre. Et du coup, là, tu peux donner un avis. Mais ça ne te coûte rien et ça te demande juste d'écouter avant. Comme ça, ton avis, il est encore plus. Il est pointu, tu vois. Eh bien, il y en a non. Ils débarquent, ils disent oui, alors, ouais, non, moi, je ferais ça. Ils écoutent que le one-liner. Je dis, mais je ne vais pas dire, mais c'est 100% de l'empathie, en fait. C'est un exercice d'écoute, en fait, souvent. Tu vois. Créer une relation, créer une première Oui, relation. Ouais, c'est mais ça. le tout début. Et une relation de confiance qui après permet d'avoir les détails. Tu sais, là où, où ça bloque, dire, voilà, c'est là que ça bloque, ok, bah, fais comme. Parce que ce que tu veux savoir, c'est, ça reste, tu sais, tous ces exercices de coaching, jury, quand tu es devant un jury ou autre, c'est un exercice de paraître. Le plus grand problème que tu as, c'est que en mentoring, un peu moins, parce qu'à la limite, mentor, des fois, ça peut être informel. Des fois, tu mentors quelqu'un que tu ne sais pas. Mentor, ce que j'apprécie, c'est que je peux créer une relation, tu dis à la personne, dis-moi tout, de manière, j'ai rien à y gagner. Tandis que ton coach, ton consultant, ton ci, ton ça, il y a toujours cette espèce de fausse idée, c'est comme ton boss. En Suisse, notamment, j'entends souvent cette phrase de ouais, mais je peux pas avoir l'air de pas savoir faire savoir ce que je fais. Puis je fais oui, mais moi, dans mon travail, si tu me dis pas tout, surtout en com, je peux pas te donner d'avis. Si tu m'expliques pas exactement ce qui se passe, mon avis, c'est comme un avocat, il est basé que sur les faits que j'ai. Alors que il faut que tu m'expliques le truc. Et je pense que il y en a qui sont souvent bloqués par ça. C'est je dois montrer à moi ou à mon équipe ou à je sais pas qui que je gère. Et non, moi, il y a plein de fois où je gère pas. Hein. Et c'est en allant demander justement de l'aide à quelqu'un sur un point où que je gère pas, on me donne une solution, je dis ah putain. Quand tu découvres ça, en fait, tu prends du recul sur le côté coach, tu te dis t'inquiète, hein, moi j'ai mes propres galères, mais là, dans ce rôle, à ce moment-là, je suis là pour toi. Tu vois, quand on parlait de vulnérabilité ou bienveillance, il y en a qui oublient ces fondamentaux-là, en fait. Tu vois. Bah, on voit que c'est quand même un sacré sujet, quoi, le coaching. Et tout Complexe. ce qui est... Ouais, Ah. c'est complexe. Hein. Je pense qu'on peut parler encore des heures sur ça, surtout avec toi. Bah, ouais, on vient à la fin de cet épisode. Je rejoins que tu étais là. Et puis, Bah, écoutez, vraiment, c'est sympa. Merci pour l'invitation, du coup. ouais. Et puis, oui, à Merci tous les à toi. auditeurs aussi, merci pour l'écoute. On se retrouve sur nos réseaux sociaux. N'oubliez Yes. pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos amis intéressés par le coaching. Merci Reginald. Merci Un beaucoup. super moment. Au revoir. Merci à vous, les gars. Ciao, ciao.